Pollution, scènes de pillage en Chine, dérèglement climatique, guerre en Ukraine, envolée du prix de l'énergie, effondrement de la paysannerie française, inflation, spéculation. Depuis quelques semaines, il est question de pénuries alimentaires à venir. Qu'en est-il réellement? A-t-on des raisons de s'inquiéter? S'il y a des crises à venir, alors quelles en sont les raisons profondes? Certains observateurs annoncent, vous allez le voir, une catastrophe humanitaire sans précédent, pas seulement à l'autre bout du monde ou en Afrique, mais en Europe. Pour tenter de comprendre ce qui se passe, nous avons interrogé agriculteurs, analystes, économistes, mais aussi patrons de grandes surfaces. Bienvenue dans ce documentaire. Bonjour à tous, ce documentaire n'a aucune prétention, si ce n'est que de tenter de comprendre comment et pourquoi un grand pays paysan comme la France, qui possédait jadis des millions d'hectares de terres agricoles, en viendrait purement et simplement à ne plus pouvoir répondre aux besoins alimentaires de sa population. Les chiffres, les masques, les statistiques sont toujours présents dans le quotidien des Français. Mais, momentanément, peut-être, le Covid-19 a laissé la une à un autre genre d'actualité, à un autre type de crise, la crise alimentaire. Elle est, selon certains, inévitable. Klaus Schwab, l'emblématique patron du Forum économique de Davos, en a parlé récemment et un chef d'État lui a fait écho. Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais. Est-on en train de préparer la population à ce qui, sans aucun doute, pourrait profiter à certains comme les spéculateurs de tout poil ou autres sympathisants du Big Reset? Ou bien est-ce une façon pour les dirigeants politiques d'annoncer d'ores et déjà qu'ils sont incapables d'enrayer une crise planétaire qui s'annonce, de fait, incontrôlable? Avant de répondre à cette question, il faut commencer par le début. Existe-t-il des raisons qui tendent à penser, oui ou non, qu'il y a un risque de grave pénurie alimentaire d'ici quelques mois? Eh bien, la réponse est oui. Premier constat, en France. Les produits de première nécessité commencent à faire défaut dans les rayonnages. Les nouilles, par exemple, mais c'est aussi le cas de l'huile et de la farine. Étonnant, quand on sait que nous sommes au début du printemps. Pour Pascal Ferret, le président de la Chambre d'agriculture de la Manche en Normandie, il y a une première raison à cet état de fait. Quelle serait, dans la hiérarchie des raisons, la première, Pascal Ferret? La première des raisons, c'est le consommateur lui-même, qui stocke chez lui de façon abusive. C'est incroyable qu'on commence à avoir des rayons qui se vident en huile de tournesol, je prends cet exemple volontairement, en farine, sur des récoltes qui ont été faites l'année dernière. Et que les produits transformés, l'huile de tournesol provenant d'Ukraine, elle est dans des bidons, alors certes pour une partie encore en Ukraine, mais chez des stockeurs chez nous. Donc la première de la responsabilité vient des consommateurs eux-mêmes, qui sous peur de manquer, surstockent chez eux. Enfin, moi je vois des caddies aujourd'hui, des personnes âgées, un couple de personnes, 2 personnes repartir avec des l'huile. Ils font la fest-noz tous les jours, certainement, mais il y a quand même un vrai sujet. Au risque de surprendre ou d'agacer certains, Pascal Ferret dit vrai. Les crises à venir et donc la peur du lendemain sont les premières raisons. Mais en avançant dans nos recherches, nous allons voir qu'il existe non pas une, mais une multitude de raisons qui, ajoutées les unes aux autres et provoquées ou non, conduisent à cette situation de début de pénurie dans les grandes surfaces.
le patron d'une grande surface a accepté de nous parler, mais à visage caché. Il confirme un début de rupture dans la grande distribution et se montre très inquiet quant à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez constaté en tant que patron d'une grande surface alimentaire depuis ces 2 dernières années? Nous avons constaté que nous avons de plus en plus de ruptures, liées notamment dans un premier temps à bien sûr des problèmes d'approvisionnement, mais surtout liés à des problèmes de retrait-rappel. Dernièrement, on a eu des produits en parfumerie. En fait, ça touche tous les rayons. Ce sera sur les conserves, mais on aura ça sur les produits de la parfumerie, on aura ça sur les produits de beauté, on aura ça sur les produits pour enfants. On s'aperçoit que les produits sont fabriqués un petit peu partout dans le monde, et en fait peu en France. Et dès qu'il y a un problème de cheminement, de logistique, on se retrouve sur un marché qui devient tendu. On constate de vrais problèmes d'approvisionnement dans les linéaires, mais quelle que soit l'enseigne. Et là, vous parlez, encore une fois, de produits de première nécessité. Et je parle de produits de première nécessité, absolument. Ça, vous n'aviez jamais vu ça? Non. Et c'est le cas depuis 2 ans? Et c'est le cas depuis 2 ans. On subit la pénurie de plein fouet. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose derrière qui prépare un petit peu les personnes, ou la population, à un type de pénurie plus importante. La crise sanitaire dans le monde n'est pas la seule responsable. Si les patrons français de la grande distribution rassurent en affirmant « pas de problème d'approvisionnement en France d'ici à l'été », les messages sont tout autres en Espagne ou en Italie par exemple, où fin mars, en raison de troubles sociaux, on mettait en garde le consommateur contre les risques de pénurie grave. Mais l'événement ayant accéléré ces débuts de pénurie alimentaire, c'est la guerre en Ukraine bien entendu, depuis le début de février 2022. Cette guerre inquiète, elle perturbe les transports et participe à faire flamber les prix. C'est le cas des céréales, du blé en particulier. Le blé a littéralement explosé en effet, 240 € la tonne le 5 septembre 2021. Elle atteignait 415 € il y a quelques jours. Il faut savoir qu'en mai 2019, la tonne de blé ne se vendait que 185 €. Pour couronner le tout, la Chine, anticipant une crise majeure que tout le monde redoute depuis plusieurs années dans le monde, la Chine a acheté l'année dernière la moitié de la production mondiale de blé. Charles Sana, bonjour, vous êtes économiste, vous êtes ancien chroniqueur de télévision. Est-ce que les pénuries dont on commence à parler, les pénuries alimentaires, s'annoncent particulièrement graves? Est-ce qu'elles s'annoncent graves? Oui, elles s'annoncent également structurelles et non pas conjoncturelles, c'est-à-dire permanentes et durables, pour une raison fondamentale assez simple finalement à comprendre, c'est que nous passons d'un siècle d'abondance absolue à un siècle de rareté. Nous avons oublié que dans un monde de rareté, l'ajustement se fait par le prix, ce qui veut dire de manière simple et intelligible, et si on ne sort pas son discours d'économiste, un ajustement qui se fait par le prix, ça veut dire que vous avez de l'inflation. Et donc, forcément, c'est celui qui paye qui peut avoir. Et donc, vous avez des prix qui montent. Et celui qui ne paye pas, il n'a pas. Vous avez eu exactement le même phénomène, souvenez-vous, mars 2020, fabrication de masques en Chine, pandémie mondiale, il n'y avait pas de masques, et à chaque fois que la France réservait un avion cargo rempli de masques pour faire livrer en France, sur le tarmac, nous on les payait 10 centimes, et puis sur le tarmac, il y avait un riche américain qui arrivait et qui disait « moi c'est 80 centimes le masque », et au moment du décollage de l'avion, plutôt que d'aller faire un Pékin-Paris, eh ben, il faisait un Pékin-la Floride, et puis les masques qui étaient en pénurie étaient vendus au plus offrant. Donc, l'ajustement, quand les choses manquent, se fait toujours par le prix. Et donc, c'est cette hausse de prix qui permet 2 choses. De faire la répartition entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Donc, évidemment, l'inflation est injuste. Alors, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur le social, le machin, le truc, etc.
quand il n'y en a plus assez pour tout le monde, de toute manière, c'est celui qui a le plus d'argent qui l'emportera. Et si ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui aura les plus gros biscottos ou les plus grosses armes ou qui fera le plus peur, donc ce sera le plus fort. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le conflit ukrainien, la reprise brutale de la croissance liée au Covid et du manque d'imprévision, par contre, de nos pouvoirs et de puissance politique. Je prends toujours des exemples. La réforme de la PAC, décidée et votée il y a quelques jours, quelques semaines au Parlement européen, tenez, restez bien assis, ont décidé en toute conscience que ce qu'ils nous imposaient en contrainte environnementale, réduction, baisse drastique d'utilisation d'intrants, quel qu'il soit, on ne parle pas que des phytosanitaires, entraînerait une baisse de la production de 15 à 20%. Au niveau de l'Europe, l'Europe des 27. Et en disant, c'est pas grave, nous irons faire nos courses à l'extérieur, en Ukraine, en Russie, pour ramener le blé. Ah oui, il y a, je crois, une erreur de casting. Erreur de casting, comme le dit Pascal Ferret, car l'Europe est aujourd'hui en guerre contre la Russie. Comment le Parlement européen a-t-il pu prendre une telle décision ? Car il était couru d'avance qu'il y aurait forcément à plus ou moins long terme des conséquences directes sur les filières d'approvisionnement. Ce n'est pas tout. La production de cultures est conditionnée par l'engrais. Or, la Russie est le premier producteur d'engrais au monde. Jacques Delacroix est analyste économique et financier. À elle seule, la Russie et l'Ukraine représentent aujourd'hui 30% des exportations mondiales de blé, tandis que la Russie est le premier exportateur d'engrais au monde. Donc, ça veut dire que si la Russie n'exporte pas ses engrais, les producteurs, les céréaliers et autres ensemenciers ne peuvent pas produire comme ils pourraient le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir produire. Il faut savoir par exemple qu'en Inde, et ça c'était déjà l'année dernière, au début de l'année plutôt, en Inde, la police garde, militairement évidemment, les stocks d'engrais dans tout le pays. Pourquoi ? Parce que déjà au début de l'année, avant la guerre de l'Ukraine, on savait pertinemment qu'il n'y aurait pas suffisamment d'engrais pour tous les paysans qui sont en Inde. Donc autrement dit, pour être encore plus clair, on savait qu'il n'y aurait pas suffisamment d'Indiens qui pourraient être nourris à cause de cette politique qui allait à venir, qui était déjà en amont, avec une réduction de l'engrais par le fait qu'il y a de moins en moins, et la politique des sanctions contre la Russie était déjà pratiquement prégnante. Comment expliquer que la France soit incapable de produire ses propres engrais ? Parce que les engrais se produisent à partir d'énergies fossiles, essentiellement de gaz naturel. Alors là, c'est là où on revient à la Russie. La Suède a récemment confirmé que ses récoltes risquaient d'être réduites de moitié en raison du manque d'engrais russes. Mais bien plus grave que la Suède. On nous a fourni ce rapport des Nations Unies. Il date du 16 mars 2022. Que dit-il ? Dans ce rapport, on découvre avec stupeur que l'Afrique va être la première victime des sanctions américaines et européennes contre la Russie. Afrique du Sud, Mozambique, Sénégal, Namibie, Congo, Tunisie. Ces pays africains dépendent de plus de 30 à 100% du blé russe et ukrainien. Question. En agissant sans attendre et de toutes parts contre la Russie, l'Europe, poussée par l'Amérique, a-t-elle réellement mesuré les conséquences humanitaires, sociales, politiques et financières désastreuses que les sanctions pourraient avoir contre le continent africain ? Mais pas seulement d'ailleurs contre l'Afrique, contre l'Asie également. Récemment, on sait que des pillages ont eu lieu au Sri Lanka. L'Europe a-t-elle mesuré les conséquences des sanctions sur des centaines de millions d'individus ? Il semble inimaginable que les politiques aux manettes n'y aient pas pensé. Cette très grave question mérite d'être soulevée car si l'on parle beaucoup actuellement, à juste titre, du sort des Ukrainiens, bien peu de voix s'élèvent en revanche pour évoquer les conséquences à venir catastrophiques des sanctions imposées contre la Russie sur l'ensemble de l'Afrique et de l'Asie. 6 milliards d'habitants. Nous ne sommes plus du tout dans la même échelle.
Et que dire des conséquences qui risquent d'être effroyables sur le continent européen en termes de déplacement de population. Il existe, je poursuis ce rapport des Nations Unies, une très forte probabilité d'avoir une pénurie alimentaire dans le sud en raison de la crise ukrainienne en cours, laquelle est fortement susceptible de déclencher une autre crise des migrants. Et alors là, je ne dis rien, mais intéressez-vous aux lois qui sont passées actuellement aux Pays-Bas. Vous vous souviendrez également qu'il y a quelques années, le gouvernement français de l'époque avait demandé au maire de France de voir ici ou là quels étaient les Français qui avaient des résidences secondaires qui n'étaient pas occupées. À l'époque, pourquoi fait-on ces demandes? Mais vous avez compris, il n'y a jamais de hasard dans ces choses-là. Donc maintenant, les Pays-Bas s'intéressent à cette politique annoncée par les Nations Unies, où il va y avoir des flux migratoires. Je vous rappelle ce beau graphique-là. Eh bien, ça semble assez évident, je pense. Il faut savoir que ces sanctions interviennent dans un contexte, alors ça c'est très important, où des milliards de personnes ne bénéficient que de calories minimum pour survivre avec des prix très bas. Ça c'est aujourd'hui. Des milliards de personnes ne peuvent vivre aujourd'hui au niveau calorique quotidien avec des prix très bas. Or, nous sommes en train de débattre avec des augmentations de prix très conséquentes qui ont déjà eu lieu. Ils disent que nous serons confrontés à des flux migratoires démentiels si l'Europe n'agit pas rapidement. Et qu'est-ce que fait l'Europe? L'Europe redonne une couche avec M. Macron contre la Russie avec des sanctions. Pour Pascal Ferret, les problèmes ne sont pas à l'échelle de 1 ou 2 ans. Non, ce n'est plus qu'une question de mois. Il parle de novembre. Il n'est d'ailleurs pas le seul, avant que la situation européenne devienne difficile, critique, voire inextricable. Vous avez 4 millions de tonnes de céréales qui tournent en rond autour d'Odessa dans des bateaux qui ne peuvent pas partir à cause du conflit. Vous avez à peu près 15 à 17 millions de tonnes de céréales qui ne sont pas exportables à cause du conflit. Mais ils sont récoltés, ils sont dans les silos à Odessa et dans les grands ports de la mer Noire ou en mer d'Azov. L'huile de tournesol est dans des bidons, des fûts en Ukraine et en Russie. Ça, c'est bon. Sauf que ces pays qui sont en guerre, particulièrement l'Ukraine, et le Donbass, fait qu'ils ne pourront pas produire plus de 20 ou 25% de leur capacité nominale. Mais quand vous les avez produites, faut-il encore pouvoir les transporter? Et que comme l'ensemble des infrastructures en Ukraine ont explosé, dynamité, pour retarder l'avance russe, fait que les ports sont bloqués, mais les routes sont pétées. Donc, vous n'avez pas nos moyens. Les lignes de chemin de fer, à quelques exceptions près, sont en grande difficulté. Vous n'avez pas les moyens de transporter les marchandises. Donc, effectivement, en novembre-décembre 2022, il est probable que des populations n'auront pas suffisamment de céréales cette fois-ci pour se nourrir. On ne parle pas de protéines carnées, on parle que des céréales pour faire du pain. Vous parlez de l'Europe ou vous parlez de la France? Je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'Europe, je parle de la Méditerranée, je parle de l'Afrique du Nord, je parle de l'Afrique du Sud. Mais n'oubliez pas que quand l'Égypte et l'Algérie ont faim, c'est demain les problèmes en Europe. Ce n'est pas le ruisseau qu'est la Méditerranée qui va arrêter des populations qui sont affamées. Dans le cas d'un déplacement de millions de personnes affamées vers l'Europe, que deviendrait la France? Julien de Normandie, l'actuel ministre de l'Agriculture, tenait des propos qui ont fait sourire jaune un certain nombre d'observateurs, les paysans en particulier. Le ministre était sur RMC le 24 mars dernier. Si on est très concret, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire qu'il n'y a aucun risque de pénurie d'abord en France? On parle de la question de l'huile de tournesol, on parle de la question du blé. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un risque de pénurie ou est-ce qu'on est à l'abri? Il n'y a pas de risque de pénurie en France. Et je voudrais vraiment être très rassurant, il n'y a pas de risque de pénurie, mais je parle bien de la France. Pourquoi? Parce qu'en France, on est indépendant d'un point de vue de la production alimentaire. C'est d'ailleurs toute la politique qu'on mène. Les propos de l'actuel ministre de l'Agriculture sont particulièrement trompeurs et étonnamment en totale contradiction avec ceux tenus par Emmanuel Macron le 13 avril 2020. De façon générale et comme à leur habitude,
Les hommes politiques cherchent à rassurer la population. Mais rassurer n'est-il pas au final tromper ? La souveraineté, l'indépendance alimentaire de la France serait vraie si elle n'importait pas. Or, depuis les années 90, non seulement la production intérieure stagne, mais le pays importe de plus en plus afin d'assurer sa propre consommation et dans de nombreux domaines. Un rapport du Sénat le précisait d'ailleurs en 2019. La France doit importer 20% de ses besoins alimentaires. Nombreux sont les rapports produits revenant sur ce sujet. Nous avons lu entre autres ceux de 2019, 2020 et 2021 de France Agrimer et le rapport de 50 pages de la coopération agricole, le syndicat et association qui défend les intérêts de la profession. Dans ces deux rapports, au sujet de la dépendance alimentaire de la France, il est décrit une situation alarmante. Mais nous reviendrons sur ce point, le pire est à venir. Pourquoi ? Eh bien parce que sur la totalité des agriculteurs encore en activité, on sait déjà que 25% ne seront pas remplacés et leur nombre depuis des années s'effondre. La France est structurellement de plus en plus dépendante des importations. Elle exporte encore des céréales, mais elle est déficitaire dans un grand nombre de secteurs. Volailles, porc, œufs, ovoproduits, fruits et légumes, tomates, carottes. Les importations de viande de poulet ont fortement augmenté. En 2021, par exemple, 38% des volailles consommées en France ont été importées contre 34% l'année précédente. Les règles environnementales, que je ne remets pas en cause, sur un certain nombre d'entre elles, sur le bien-être animal, fait qu'en France et en Europe, nous avons démonté nos cages de poules pondeuses. Très bien, parce que les poules sont extrêmement mieux à l'extérieur, à manger des vers de terre et à ne plus être en cage. C'est parfait. Qu'est-ce que l'on a fait ? On a démonté ces ateliers et on a vendu les cages à qui ? Aux Slovènes et aux Ukrainiens. Ce qui fait que dans 3 mois, nous n'aurons pas suffisamment d'ovoproduits pour fabriquer vos cakes, vos petits croissants du matin que vous mangez tous les jours. Parce que nous sommes d'une hypocrisie remarquable. On regarde la facture directe de ce qu'on achète au supermarché, on veut des œufs provenant de poules en plein air, sans OGM, et étiquetés label rouge. Parfait. Mais en même temps, vous faites vos courses dans votre super, hyper ou votre supérette et vous achetez sans rechigner des pâtes feuilletées préparées, des viennoiseries dont les matières premières viennent d'Ukraine, dans des cages que nous avons démontées avec des poules industrielles. Et ça ne gêne personne, parce que les Français, les Européens, sont des hypocrites de première main sur leur propre consommation. Pour la filière pêche et aquacole, à peine croyable, quand on sait la richesse de la France sur le plan maritime, on constate là aussi un fort taux de dépendance aux importations. Nous en parlions à l'instant, le pays importe 25% de sa production de porc chaque année. Dans les Côtes d'Armor, nous avons rencontré un producteur de porc. Son nom, Nicolas Leborgne. Cet agriculteur a fait beaucoup parler de lui en 2016, lors des dernières révoltes paysannes. On le voit d'ailleurs sur ces images d'archives, en Bretagne. Nicolas, écœuré du sort qui était réservé à sa profession, manifestait une fois de plus comme un grand nombre de ses confrères. Il est encore producteur, malheureusement, plus pour longtemps. En septembre, sa production s'arrête. Il est en liquidation.
Alors qu'on ne lui parle surtout pas de dépendance alimentaire. Toutes les productions agricoles, que ce soit la volaille, porc, est en train de tomber. J'en suis le premier visé là-dessus, mais donc sa souveraineté alimentaire, on ne l'aura plus aujourd'hui en France. Ni aujourd'hui, ni demain. On l'a complètement perdu puisqu'on exporte au moins 25 à 30% de la production porcine. Donc, et encore, on est en train de tomber les uns après les autres. Il y a au moins 40% qui vont après disparaître dans les 6 mois qui viennent. 40% de producteurs de porc. Ah, de producteurs de porc, c'est ce qui est dit, quoi. On peut pas durer comme ça infiniment avec des prix d'aliments aussi chers que ça et un prix du porc payé aura des pâquerettes, quoi. Nous, on le voit quand même quotidiennement. On voit dans les grandes surfaces qu'aujourd'hui on importe énormément de viande. Le VPF, le manger français, non, faut arrêter de raconter des bêtises. C'est pas possible. On n'est plus autonome. On a perdu toute l'autonomie qu'on avait il y a sans doute 15-20 ans. L'autonomie alimentaire n'existe plus. Ah non, bah non. On est beaucoup à l'import aujourd'hui. On exporte aussi, mais on est beaucoup à l'import pour la viande, je parle. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à votre avis? Pour moi, c'est une volonté politique. C'est pour ça qu'ils mentent. Pour moi, c'est une volonté politique aujourd'hui de dégraisser le monde agricole. Alors, ils le font d'un point de vue environnemental, ils le font après d'un point de vue de prix. Mais aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a... on n'est plus que, je crois, c'est 250 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Hein. Quand on était, après-guerre, plus de c'est énorme, plusieurs millions. Donc c'est quand même bien une volonté. Alors, ils nous font soit disparaître sur le point de vue environnemental, donc de plus en plus de normes environnementales, phytosanitaires, de tout, au bien-être animal. Donc ils suppriment petit à petit le monde paysan. Donc c'est une volonté politique pour moi. Des règles environnementales, fort bien, mais en effet, en les matraquant de règles de toutes parts, soumis à des concurrences étrangères très dures, prises en étau par la grande distribution, le système a écrasé les paysans français et fait imploser des productions qui non seulement faisaient la richesse du pays, mais assuraient à la population une totale indépendance alimentaire, ce qui n'est plus le cas. Le mondialisme à tout va, véritable miroir aux alouettes, est passé par là. Gilles, quand le ministre de l'Agriculture déclare qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire en France parce que le pays est souverain, qu'est-ce que vous dites? Juste que le ministre de l'Agriculture devrait se déplacer un petit peu dans les campagnes et voir quelques industriels pour savoir que nous sommes en déficit total dans quasiment tout, que ce soit viande bovine, viande ovine on était déjà, porc. Donc c'est même pas la peine d'écouter, enfin ces discours-là, ça tient même plus la route, quoi. Mais il le sait, c'est juste du mensonge, c'est juste qu'un simple mensonge, c'est tout. Mais c'est du mensonge calculé, il le sait très bien. Il sait très bien, il a qu'à aller voir son copain Bigard qui va lui expliquer que ses abattoirs sont en train de tourner au ralenti. Il a qu'à aller voir tous les producteurs de porc qui sont en train de tomber, les producteurs de lait qui arrêtent, donc forcément producteurs de lait qui dit du lait dit de la viande aussi. Donc il le sait, tout le monde le sait. La sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps. Ça fait longtemps que tout le monde crie sur les toits que ça va très très mal. Mais en attendant, il y a les élections qui arrivent, donc on met toute la poussière sous le tapis en attendant, c'est tout. Pourquoi va-t-il y avoir, selon vous, une pénurie alimentaire d'importance, et notamment en France? Pour nous, Français, c'est inévitable, puisque depuis des années, on a sous-payé tous les producteurs. À partir du moment où on a arrêté de les payer, il est évident qu'ils ont tous arrêté. Le porc, c'est une catastrophe sans nom, je crois qu'on n'a jamais vu. Le lait, c'est pareil. Donc on a un déficit de viande aujourd'hui. La volaille aujourd'hui, 41% de la volaille est importée, plus la grippe aviaire qui se met par-dessus, donc il est évident que ça va manquer de tout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour le savoir, ça. On va être obligé d'importer. C'est la seule solution. C'est la seule solution. On va importer massivement, et comme ça, on fera taire le peu de révolte qu'il y aura sera tué comme ça. En attendant, l'agriculture française, elle disparaît. Tout l'élevage est en train de disparaître. On n'entend plus dans les médias, on n'entend plus que le monde agricole est en train de tomber, quoi. Alors quand il parle de souveraineté alimentaire, je sais pas où il va la chercher, lui. Et c'est triste, là. Parce que les gens sont en train, dans les chaumières, sont en train de pleurer, ils veulent plus se battre. Ils savent que de toute façon, il y a peut-être 20 ans, il y avait une dégraisson, c'est normal. Mais en plus, avec la moyenne d'âge, aujourd'hui,
Le monde paysan, dans les 4 ans qui viennent, il va peut-être en avoir 40% ou 50% qui vont partir en retraite. Des élevages qui seront pas repris. Donc, je pense que dans 20 ans, il y aura des friches dans les champs. Il n'y aura plus de culture. Il n'y aura plus de paysans. Les écoles sont en train de fermer les unes après les autres. Les fils d'exploitants ne veulent plus être installés. On vit des crises récurrentes depuis 20 ans. Moi, la seule chose, j'ai repris la suite de mon père parce que j'étais fier. Mais mon fils, aujourd'hui, je lui dis non, ne va pas dans ce métier-là. Aujourd'hui, on est dans un système où, là, on est dans le mur, en fait. On ne peut plus produire au prix où on nous demande. C'est ça le problème, c'est que pendant 40 ans, tout le monde y a cru. Tout le monde était persuadé. Moi, combien de fois j'ai entendu cette phrase, c'est pas grave, il y a encore des points à gagner. Bah oui, mais ils sont où maintenant les points? Donc on peut plus. On voit bien, moi je vois des jeunes autour de moi qui jettent l'éponge dans le lait. La volaille, les poulaillers sont à vendre partout, personne n'en veut. Le porc, je crois qu'on va perdre 30% de nos éleveurs, donc c'est quand même pas rien. 30% d'éleveurs, ça veut dire 30% de cochons en moins. Hein. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ça sera comme ça. Et aujourd'hui, tout ce qui a été mis en place depuis des années a tiré toujours sur le même. Aujourd'hui, quelqu'un va payer l'addition. L'addition, c'est la population tout entière qui va la payer, et elle va la payer au prix fort. Il ne faut en effet pas oublier les premières conséquences de la crise ukrainienne sur les pays africains et asiatiques. Charles, est-ce que cela signifie selon vous qu'on peut être amené à voir, comme on l'a vu il y a 2 ans au début de la crise sanitaire, en France et dans le monde, est-ce qu'on peut être amené à voir des rayons d'alimentation complètement vides dans les grandes surfaces? Oui, très probablement, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a des chaînes logistiques qui sont extrêmement sensibles aux moindres aléas. Vous avez vu que nous avons évidemment des problèmes en Ukraine qui sont plus que sérieux, mais vous avez vu aussi que nous avons à nouveau des confinements en Chine. Et donc ces confinements en Chine, qui sont des confinements massifs, vont entraîner de nouvelles perturbations sur les chaînes logistiques. Mais à tout cela, ceux qui sont des phénomènes connus déjà et dont on sait que ça va entraîner des perturbations importantes, vous avez un nouveau phénomène qui est celui des sanctions à l'égard de la Russie et de la guerre russo-ukrainienne. Et donc, tout ça, quand vous savez qu'entre l'Ukraine et la Russie, vous avez 50% de la production d'engrais mondiale, quand vous savez que vous avez 40% de la production de blé mondial, si vous retirez tout ça, non seulement on se prive des récoltes ukrainiennes et des récoltes russes, des récoltes ukrainiennes parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des tracteurs dans les champs, mais vous avez des tanks qui sont en train de se faire la guerre. Donc, ça ne va pas aider sur les récoltes et sur les rendements ukrainiens. Et puis, en Russie, ils se gardent évidemment leurs engrais et nous, nos agriculteurs aujourd'hui, n'auront pas d'engrais. Alors, qui dit pas d'engrais ou moins d'engrais ou de l'engrais très cher, dit soit une très grande hausse de prix puisqu'on aura trouvé de l'engrais, mais de l'engrais très cher. Donc, les prix vont terriblement monter. Donc, de toute manière, dans le meilleur des cas, c'est inflationniste. Et dans le cas le moins favorable, pas d'engrais égale des rendements en chute libre. Si en plus, vous avez à ce moment-là des aléas météo qu'on ne connaît pas aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver avec des récoltes absolument catastrophiques au niveau mondial et très clairement aller vers des pénuries alimentaires absolument majeures, d'ampleur, je ne vais pas dire biblique, mais en tout cas historique. Et donc, il va y avoir des défis absolument considérables à relever, non pas là, maintenant, tout de suite, d'ici quelques semaines, mais en réalité d'ici quelques mois, quand les stocks que nous mangeons aujourd'hui, qui sont les récoltes d'hier, auront disparu, nous passerons demain aux récoltes d'aujourd'hui. Et les récoltes d'aujourd'hui qui vont se jouer en juillet, elles risquent d'être problématiques pour pouvoir nourrir le monde entier. Il est bon de rappeler ces chiffres, car la dépendance alimentaire française est directement liée au drame silencieux des campagnes, drame ignoré des politiques, ignoré car depuis 50 ans, les gouvernements de droite comme de gauche ont participé à ce massacre. Il existait en France 2 300 000 exploitations agricoles en 1955 et il n'y en a plus que 389 000. Le pays perd 2% de chefs d'exploitation chaque année et le pire est à venir, car en effet, qui va reprendre les fermes? Un quart des exploitants ont 60 ans et plus. À l'heure où l'on vend un mondialisme débridé, à l'heure où les crises sanitaires se répètent
et où l'on travaille derrière un ordinateur, le métier de paysan ne fait plus rêver. Dernière chose, l'urbanisation massive. Le bétonnage de la France, la multiplication des logements quand tant d'autres sont vides. Ici, un exemple, dans une petite commune bretonne, on construit sur d'anciennes terres agricoles. Les promoteurs, mais pas seulement les promoteurs, avides d'argent facile, ont acheté, vendu, construit partout là où c'était possible, en se moquant de ce qui faisait autrefois l'harmonie des villes et des villages. Et les élus ont laissé faire. Oui, tout cela est en lien direct avec les pénuries alimentaires dont on commence à parler. La raréfaction des terres agricoles, c'est un sujet majeur, mais il est sans doute trop tard, car qui va inverser aujourd'hui massivement cette politique destructrice? On aimerait bien le savoir. Tous les ans, la terre agricole française régresse sous les voies de cette urbanisation galopante et sous l'effet conjugué de la sécheresse, de la salinité de nos sols et de l'eau. Depuis les années 50, la France a perdu, tenez-vous bien, 12 millions d'hectares de terres agricoles. 2 départements comme l'Allier tous les 15 ans, 26 mètres carrés. Chaque seconde, un désastre. Il y a un autre élément à mettre au dossier, un élément et des questions. Pourquoi Bill Gates, le multimilliardaire américain très controversé, rachète-t-il, depuis 2 ans, des milliers d'hectares de terres agricoles? Certains parlent de plus de 100 000 hectares de terres rachetés pour 700 millions de dollars. Une bagatelle. Qu'est-ce que le fondateur de Microsoft va-t-il bien pouvoir faire de tout ce patrimoine agricole? La dépendance alimentaire, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement qu'en cas de crise géopolitique, économique, financière, militaire, le pays, ne pouvant plus s'alimenter à l'extérieur et ne pouvant plus alimenter sa population, eh bien, s'offrent les éléments d'une crise intérieure majeure. Et là, on ne parle même pas des flots démentiels de migrants, je vous le rappelle, flots démentiels prédits par les Nations Unies en Europe et évidemment sur le territoire français.